retrouve pour une nouvelle édition de Direct. Merci d'être avec nous. Évidemment, notre sujet va parler de l'actualité égyptienne. L'Égypte va prendre en charge 3 dossiers de l'ONU, 3 dossiers très importants, dont celui de la lutte antiterroriste. On va en parler davantage. Je commence évidemment avec notre volet commentaire. Les régionales en France, au lendemain de son succès historique. Dimanche, au premier tour des élections régionales, l'extrême droite française veut se poser en force d'alternance avec un objectif, user de sa vigueur sans précédent pour un tremplin à la présidentielle. Les détails dans ce commentaire. Le peuple français en a assez d'élection en élection. Il confirme sa confiance au Front National. Moi, je crois que les Français ont envie d'essayer le Front National, a déclaré lundi sa présidente Marine Le Pen aux médias. Les élections régionales, pour lesquelles un deuxième tour est prévu dimanche, sont l'ultime scrutin en France avant la prochaine présidentielle en 2017. Dans un pays encore traumatisé par les attentats terroristes de Paris, le FN a enregistré lors du premier tour un nouveau score record de 28%, devançant les Républicains, principale formation de l'opposition de droite et ses alliés centristes. Le Parti socialiste, le PS du président François Hollande, est relégué à la 3e place avec 23,5%. Le FN pointe en tête dans 6 régions sur 13. Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen ont toutes deux décroché plus de 40% des voix dans leurs régions respectives. Le parti d'extrême droite confirme sa progression à chaque scrutin depuis 5 ans. 11,4% au régional de 2010, 17,9% à la présidentielle de 2012, 24,86% aux européennes de 2014, 25,2% à des départementales en mars 2015. Il recrute désormais dans toutes les classes de la société, surfant sur un rejet de la classe politique classique dans un pays où le chômage endémique affecte près de 3,6 millions de personnes. Grand perdant, le PS a annoncé le retrait de ses candidats dans les régions à risque Front National, où la gauche ne devance pas la droite pour faire barrage républicain à l'extrême droite. Eh bien, nous continuons avec le sommet Chine-Afrique qui a eu lieu à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. La Chine a lancé vendredi une nouvelle offensive majeure sur le continent africain en promettant 60 milliards de dollars d'aide lors d'un sommet sino-africain à Johannesburg. Un engagement accueilli avec gratitude au moment où l'Afrique souffre du ralentissement de la croissance chinoise. Les détails avec Yer Choucha. Le Premier ministre égyptien Chérif Esmaïl a prononcé l'allocution de l'Égypte à l'occasion du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert vendredi matin à Johannesburg. Dans son allocution, M. Esmaïl a confirmé l'importance de la coopération entre la Chine et l'Afrique et de la contribution chinoise dans les projets de développement du continent africain. Il a également évoqué les efforts déployés par l'Égypte pour créer un climat propice à l'investissement dans le pays. La Chine a lancé vendredi une nouvelle offensive majeure sur le continent africain en promettant 60 milliards de dollars d'aide lors d'un sommet sino-africain à Johannesburg. Un engagement accueilli avec gratitude au moment où l'Afrique souffre du ralentissement de la croissance chinoise. La Chine a décidé d'octroyer un total de 60 milliards de dollars d'aide financière, incluant 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiel, a annoncé le président Xi Jinping dans un discours très attendu à l'occasion du premier sommet Chine-Afrique. Cette enveloppe conséquente a été accueillie par des applaudissements nourris de la part de la vingtaine de dirigeants africains réunis dans le quartier des affaires de Sandton. Cette annonce intervient alors que l'Afrique subit l'effondrement récent des cours des matières premières, en partie lié au ralentissement de la croissance chinoise. Les 60 milliards de dollars sont destinés à financer 10 programmes de coopération sur 3 ans dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture, de la sécurité, de la protection de la nature ou encore du développement vert. Et pour clôturer donc ce commentaire qui va introduire notre sujet, l'Égypte a été élue présidente du comité contre le terrorisme auprès du Conseil de sécurité de l'ONU à partir de janvier 2016. Donc d'ici moins d'un mois, date de la mise en vigueur de son adhésion à l'organisation onusienne. Plus de détails dans ce commentaire.
L'Égypte a été élue samedi 5 décembre 2015 présidente du comité contre le terrorisme auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est à partir du début janvier 2016, la date de la mise en vigueur de son adhésion à l'organisation onusienne. L'élection, faite à l'unanimité et sans opposition, est obtenue grâce aux efforts inlassables de la délégation permanente d'Égypte au siège de l'ONU à New York. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzeid, a déclaré que le Conseil de sécurité a approuvé le choix de l'Égypte pour la présidence de 3 comités, celui de la lutte contre le terrorisme et 2 comités du suivi des sanctions contre l'Irak et la RDC. Selon le porte-parole, le choix de l'Égypte à la présidence de ces comités reflète la confiance des membres du Conseil de sécurité, en particulier les membres permanents, à la capacité de l'Égypte à assumer la responsabilité de leur gestion. Selon lui, l'Égypte a l'intention de gérer les 3 comités en coordonnant et en consultant les membres de chaque comité pour assurer la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International.
Alors depuis le 4 décembre, l'Égypte a obtenu donc la garde ou la supervision du dossier de la lutte antiterroriste, en plus de deux autres dossiers qui sont peut-être pas d'actualité mais qui ne sont pas sans importance. Le dossier 1518 ou 1518 concernant les sanctions contre l'Irak et le dossier 1533 qui concerne également les sanctions contre la République démocratique du Congo. En plus, évidemment, du troisième dossier, le plus important est celui dont on va parler, celui de la lutte antiterroriste. Alors évidemment, c'est une responsabilité très importante dans la région et dans le monde où on est l'Égypte. Pourquoi est-ce que finalement on a décidé d'octroyer ce dossier à l'Égypte? Ce n'est pas pour rien. Et quelles seront finalement les responsabilités qu'incombera ce dossier à l'Égypte? Quels seront les droits et devoirs du pays envers le monde? Puisqu'au fond, c'est l'ONU et on parle de relations internationales. C'est ce qu'on va voir ensemble avec mes invités. Docteur Saïd Zulfaqar, vous êtes analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et Général Ibrahim Choukri, vous êtes donc spécialiste en sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Saïd, si je commence peut-être par vous, cette décision, comment elle est survenue? Vous savez, l'Égypte vient d'être élue membre du Conseil de sécurité pour 2 ans. Donc les membres du Conseil ont chacun le droit de devenir président d'une des commissions. Il y a des tas de commissions. Et on a choisi l'Égypte, parce que l'Égypte est elle-même en plein dans le terrorisme. Nous sommes en train de le combattre, donc je pense que nous sommes à même de pouvoir diriger ce type de commission, qui est une commission importante. Elle a été créée en 2001, suite aux attentats qui ont détruit les tours à New York. Center, ouais. Donc c'est surtout sur la décision de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, que cette commission a été créée à l'époque. C'est une commission surtout de recherche, si vous voulez, de recherche des problèmes que tous les États membres ont. Mais le rôle de l'Égypte sera d'utiliser le secrétariat, un secrétariat de 40 personnes, d'une quarantaine de fonctionnaires, qui font partie de la commission, de la direction exécutive de cette commission, qui comprend des fonctionnaires des Nations Unies. Donc c'est à eux, l'Égypte devra... De tous les pays du monde, ces fonctionnaires, bien entendu. Oui, c'est les fonctionnaires internationaux, comme moi j'étais moi-même un fonctionnaire international auprès des Nations Unies autrefois. Mais ce sont des fonctionnaires des Nations Unies, donc leur nationalité n'a plus aucune importance une fois qu'ils sont fonctionnaires internationaux. L'essentiel sera, c'est eux qui font le travail. L'Égypte et le comité lanceront des enquêtes, si vous voulez. S'il y a une enquête à faire dans une région, dans un pays, c'est le président qui, lui, donne instruction à la direction exécutive de faire ses recherches, si c'est des recherches uniquement, si c'est faire un rapport, si c'est contacter les États membres pour que chaque État membre fasse un état des lieux des problèmes qu'ils ont, et puis aussi à la formation des policiers, tout ce genre de choses. Vous pourrez en parler, je pense, la formation des policiers qui fait partie aussi des instructions ou des recommandations que cette commission peut donner. Il y a un ennui quand même, parce que cette commission concerne le terrorisme qu'on appelle le terrorisme international, et le terrorisme national dans chaque pays. Mais il ne concerne qu'un terrorisme non étatique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des groupes individuels, soit des individus, soit des groupes terroristes qui ne font pas partie d'un État, mais qui sont comme, vous savez, les ONG, qui sont des organisations non gouvernementales, sont non gouvernementales. Ce sont donc des groupes non gouvernementaux. Comme Daesh ou ce qu'on appelle l'État islamique. Comme tous les groupes terroristes qui seront concernés. Mais les États terroristes, eux, ne sont pas concernés par cette commission. Alors que la plupart des morts sont le résultat des États qui, eux, soit stipendent le terrorisme en le finançant, soit eux-mêmes bombardent, comme quand Israël a bombardé Gaza en 2008-2009, il y a eu 1400 morts. Quand elle a bombardé en 2014, il y a eu 2400 morts. Donc là, c'est du terrorisme utilisé pour terroriser une population civile plus ou moins innocente. Donc on ne parle pas du terrorisme de l'État. Et quand vous avez des groupes comme Daesh ou comme Jabhat al-Nusra en Syrie et en Irak, qui sont financés par des États qui sont membres des Nations Unies, et parfois par les 3 États principaux qui ont le droit de veto, c'est l'Angleterre, la France et les États-Unis d'Amérique, qui eux, chacun, financent des groupes terroristes, que ce soit en Afghanistan, les Américains, autrefois, et même maintenant en Syrie, en Irak et ailleurs. Les Français, les Anglais font la même chose, ils ont financé Jabhat al-Nusra, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, tout ça sont financés par des États.
Et les armes sont produites par les États. Alors cette commission ne pourra pas s'occuper de ce type de terrorisme. Parce que les groupes terroristes sur lesquels on doit faire des rapports sont presque toujours stipendés, financés, organisés par des États membres. C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que vous avez une commission qui ne doit s'occuper que des individus et des groupes individuels, mais pas des États qui, eux, qui tirent les ficelles derrière la... D'accord, pour récapituler, donc l'Égypte a un dossier, donc un espèce de département qui lui incombe avec 40 fonctionnaires des différents pays du monde, qui sont fonctionnaires de... Qui sont des spécialistes. De spécialistes, donc... Des juristes, des policiers, etc. D'accord. Et donc, elle a cette équipe de 40 personnes et elle est censée donc lutter contre ces groupuscules terroristes qui ne sont pas... Et arrêter le financement. Et arrêter leur financement. On va en parler davantage. Je pense, Général Ibrahim, que le fait d'octroyer, parce que donc Dr Saïd l'a dit à juste titre, c'est une décision des États-Unis, vous l'avez évoqué. Donc l'Égypte a été plébiscitée pour obtenir ce poste, c'est que l'Égypte a finalement les capacités, les institutions nécessaires pour, entre guillemets, elle va un petit peu jouer le rôle de donneur de leçons ou de garde. Donc elle a les institutions nécessaires justement pour arriver à cette mission. Non mais permettez-moi, avant de commencer ce sujet-là, de parler du phénomène du terrorisme au niveau du Moyen-Orient et du monde arabe et de l'Égypte. Vous savez bien que l'Égypte a une grande expérience concernant la lutte contre les terroristes. Et si on parle des terroristes qui se trouvent dans cette région, on parle bien sûr des frères musulmans terroristes, puisque l'action, c'est contre les djihadistes ou ceux qui prétendent qu'ils sont des musulmans ou ceux qui se voient devant le monde des musulmans. Si on regarde le monde entier, la carte du monde entier concernant le terrorisme, on ne trouve aucune religion sauf les islamistes. Ceux qui disent qu'ils sont des islamistes, bien sûr qu'ils sont contre l'islam. Or, ces gens-là, ils ont commencé en 1928 en Égypte, les frères musulmans, et là, ils sont dispersés dans divers pays jusqu'à arriver jusqu'à Qaïda. Les frères musulmans est une confrérie qui a été dissolue en Égypte. Et est-ce que par exemple, est-ce qu'on pourrait, est-ce que si je comprends bien ce que vous dites, les membres de groupuscules terroristes comme Daesh seraient affiliés à la confrérie internationale? On sait bien sûr que les intégristes qui avouent qu'ils sont des islamistes sont d'origine tous du même idée, du même idéal. Donc ça c'est bien connu par tout le monde. On ne peut pas de nouveau l'expliquer de nouveau, c'est bien clair. Donc si on parle du Qaïda, on parle des frères musulmans, on parle de Ahrar al-Shem, on parle de maintenant Daesh. Tout ce que vous en parlez, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils sont des musulmans et qui pratiquent la religion et qui sont contre tel et tel pays ou nationalité. Ça, c'est le problème que nous sommes en face. Tu ne trouves pas maintenant, par tout le monde, des terroristes qui sont nationalisés d'autres nationalités ou d'autres religions. C'est pour cela que l'Égypte a une grande expérience dans ce domaine. L'Égypte, comme membre du Conseil de sécurité maintenant, actuellement, donc, elle a le droit de présider une comité et c'est la plus intéressante, la plus grande comité maintenant au niveau du monde. Mais c'est aussi... Général, je vous coupe, je suis désolé de vous couper, mais quand vous dites que l'Égypte a une expérience, c'est vrai que nous avons vécu entre 2013, entre milieu 2012 jusqu'à la stabilité, jusqu'à maintenant. Mais non, avant ça. Je ne dis pas de 2012. Ouais, même avant ça. Durant même la révolution de janvier 2011, l'Égypte a subi donc des attentats terroristes. Mais qu'est-ce qui rend l'Égypte finalement plus expérimentée que d'autres pays? Dans les pays de la région, ce terrorisme existe, que ce soit en Irak ou partout ailleurs, au Liban, etc. Ce terrorisme existe. Qu'est-ce qui rend l'Égypte plus expérimentée que les autres? Permettez-moi de vous expliquer. Si je parle du terrorisme au niveau de l'Égypte, les terroristes se trouvaient même les années 80. Moi, j'étais un jeune officier de police. Il y avait de grandes attaques terroristes contre le gouvernorat d'Assiout. Donc, on connaît, nous, même les terrorismes des années 80 et avant ça peut-être, et même les actes qui se déroulaient les années 60-70. Donc, c'est une expérience au niveau de la police et de l'armée. Et surtout, le travail sur ce comité-là sera un travail de changement d'expertise et de changement des mentalités, de changement des idées et de changement aussi des informations au niveau des services intellectuels. Donc, le plus important de ces choses-là, c'est comment changer les idées, comment changer les informations. Parce qu'on va bien sûr faire un changement avec tous les pays. Et là, les grands pays du monde, surtout les pays qui sont les plus essentiels qu'a cité notre M. Saïd Zoufakar, ces pays-là,
ils doivent être en face de leurs responsabilités mondiales. Parce que, bien sûr, à la fin du travail de cette communauté, il y aura des rapports pour expliquer la situation et quels sont les points où ils sont arrivés. Et ces points-là vont toucher d'ici ou de là quelques-uns de ces pays ou de ces services généraux. Donc, tu vois, il y aura aussi des informations concernant qui finance ça et qui les entraîne et qui pousse ça pour faire du terrorisme au niveau du Moyen-Orient et du monde arabe. Si vous parlez de l'Irak ou de la Syrie ou tout ça, tout le monde là a commencé par des idéaux qui venaient soit des frères musulmans, soit des intégristes, soit des gens qui sont contre la religion islamiste. Nous, en Égypte, on connaît bien ce phénomène-là. Alors, la comité doit faire un travail commun d'avoir des informations en premier lieu, changement des informations, entraînement, formation, former aussi des officiers de police et des officiers de l'armée nationale de quelques pays, préparer ceux qui sont capables d'être en contact et aussi ceux qui sont capables d'intervenir sur la scène, sur les territoires où il y aura ce genre de problème, présenter au niveau des Nations Unies, au niveau même de l'Assemblée générale, les points négatifs contre telle ou telle personne ou tel pays. Donc c'est un travail sérieux que l'Égypte est en face maintenant. L'important, c'est de ne pas prendre ces informations et ces échanges d'expertise sauf en sérieux. C'est-à-dire analyser bien, prendre les informations et les analyser, étudier bien, avoir une information réciproque. C'est ça. Docteur Saïd, vous venez de le dire il y a quelques instants, fonctionnaire donc dans les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Vous connaissez le rôle des Nations Unies justement dans la lutte antiterroriste, qui est un rôle finalement de médiation plus que d'action. Oui, le problème des Nations Unies, c'est un grave problème, c'est qu'elle n'a pas de police. Donc elle peut simplement avoir des vœux et des résolutions, des recommandations que chaque État membre est censé exécuter et mettre en vigueur, réaliser. L'ONU n'a pas de corps armé. Non. Nous avons, dans des cas de conflit armé, alors on demande à avoir ce qu'on appelle des casques bleus pour rétablir la paix, c'est tout. Mais s'il y a une recommandation des Nations Unies que tel pays a fauté, on ne peut pas l'obliger à suivre la recommandation ou la décision des Nations Unies, à moins qu'il y ait une guerre, et dans ce cas, il y a le chapitre 7 qui sera invoqué. Mais ça, c'est un grave problème. C'est comme la Cour internationale de justice, elle peut passer un jugement, mais elle n'a aucun moyen de l'appliquer. C'est à l'État lui-même, s'il a une conscience politique, une conscience tout court, de le faire. Et si elle refuse de le faire, elle refuse. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Il y a eu, en 2004, la Cour internationale de justice avait décidé que le mur de l'apartheid qu'Israël a construit et continue de construire dans les territoires occupés était illégal et qu'il fallait le démonter. Israël les a envoyés promener. Et les Nations Unies n'ont aucune manière de pouvoir exécuter ces jugements, ou ces résolutions, ou ces recommandations. C'est ça le problème des Nations Unies. Si vous me permettez, en ajoutant à ce point de M. Saïd Vakar, les Nations Unies, quand ils veulent appliquer quelque chose, ils ont le pouvoir, parce que dans la Charte des Nations Unies, il y a beaucoup d'articles qu'on peut les étudier, il y a des points. Je donne un exemple. Quand ils ont essayé de forcer des punitions contre quelques pays concernant la coopération technique ou économique, ou même quand ils ont essayé de fouiller des endroits comme des endroits qu'on a douté qu'il y a des activités nucléaires illégales, donc ils peuvent prendre des décisions. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre des décisions ou d'appliquer les décisions qu'ils ont prises. Le problème, c'est que est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de changer ça pour le bien du monde ou de l'humanité, oui et non. Donc il y a 2 ou 3 ou 4 pays qui commandent tout ça, et c'est un jeu international des grands pays. Vous voyez, ça c'est le problème réel. Vous en pensez quoi? Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, malheureusement, les 5 pays qui ont le droit de veto peuvent bloquer n'importe quoi. C'est ça. Les 5 pays, c'est les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la Chine. Alors, si quelque chose ne leur plaît pas, ils bloquent. Donc, dans les cas où ils ont pu utiliser ou avoir un consensus, c'est contre des États faibles. Par exemple, prenez la Cour criminelle de justice. Il n'y a que des Africains qui ont des chefs d'État africains qui ont été condamnés. Pas un seul, aucun Européen, aucun Américain. Alors que les plus grands criminels, c'est Bush, Bush, Blair, qui ont lancé une guerre d'agression contre l'Irak avec des mensonges et des prétextes tout à fait frauduleux, qui n'ont jamais été inquiétés par le Cour international de criminels, et qui ne le seront jamais. Mais alors le général Bachir, lui,
on l'accuse d'avoir provoqué un génocide au Darfour, alors que le Darfour, c'est une guerre entre deux ethnies, entre les Fours et les Janjaouides, qui sont des... Enfin, c'est une guerre, si vous voulez, pour l'eau. C'est une guerre, des futures guerres de... les futures guerres mondiales. Les futures guerres, ce seront des guerres pour l'eau. Alors, il est accusé, mais ils n'ont aucun moyen de l'arrêter, à moins qu'il aille dans un État qui, lui, le mettrait aux mains de la justice criminelle. Il y a d'autres qui ont été rendus, comme le président du Libéria, le président de Côte d'Ivoire, etc. Mais ce sont des petits pays. Alors là, vous pouvez avoir un consensus entre les grands. Mais les grands, c'est eux qui décident de tout, en fin de compte, mais c'est surtout l'Amérique qui décide de tout. Et alors, c'est là où je me pose la question. Alors elle, c'est le principal pourvoyeur de terrorisme dans le monde. Ouais. 3,5 millions de morts au Vietnam, dans une guerre provoquée par les Américains, 3,5 millions de morts en Corée dans les années 50. Hiroshima, bien entendu. Bien sûr. Ce sont les principaux, et une guerre d'agression contre l'Afghanistan qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à New York, une guerre d'agression contre l'Irak, une guerre d'agression contre la Libye. Ce sont des millions de morts. Et jamais aucun Américain n'a été ni ne sera inquiété. C'est là où le jeu international est complètement faussé par ceux qui tirent les ficelles. Ça, c'est le problème. C'est le problème que quand il y a une sorte de consentement entre les grands pouvoirs du monde, ils vont passer toutes les choses qu'ils veulent. Et quand il n'y a pas ce consentement, ils vont arrêter ce qu'ils veulent. Même si un seul État est contre cette décision, il va arrêter par ce veto. Mais après ça, c'est le rôle de l'Égypte maintenant, seulement de présenter clairement la situation concernant le terrorisme international, parce qu'on n'a pas déterminé que l'Égypte travaille sur un seul dossier, c'est-à-dire tout genre de terrorisme, on a le droit de provoquer. Pas seulement celui qui se déroule au monde arabe, tout genre de terrorisme. Ben justement, Général Saïd, il y a différentes sortes de terrorisme. Alors c'est vrai que c'est le plus en vogue en ce moment, malheureusement, et le terrorisme à caractère islamique. Mais il y a d'autres formes de terrorisme. Alors où en est l'Égypte justement? Parce que, ok, l'Égypte a une expérience pour les terroristes se disant donc d'obédience musulmane, mais pour les autres, comment est-ce qu'elle pourra justement essayer de guider et de gérer cette chose? Mais tout simplement, c'est une coopération internationale. Donc il y a d'autres pays qui doivent être... dans le comité, oui, il y a d'autres pays. C'est un comité international. Il doit y avoir une coopération, il doit y avoir un échange d'expertise, un échange d'informations. Vous ne devez pas cacher des informations qui peuvent vous servir à prendre des décisions, à bien étudier la situation, à bien contrôler le travail, etc. Il faut analyser le point qui vous arrive. C'est-à-dire s'il y a un problème qui se provoque ailleurs, en Asie ou en Europe, ou même en Amérique du Sud, les Égyptiens, comme président de ce comité, vont se présenter avec les spécialistes dans ce domaine ou dans ce pays. Il y a un changement d'informations commun entre les deux. Donc c'est une coopération internationale. Il ne faut pas s'arrêter à un seul point. Et là, c'est un vrai test pour notre pays de bien se présenter internationalement. Et là aussi, peut-être que c'est un point de départ pour devenir un vrai membre réel, tout à fait complètement au niveau des Nations Unies. C'est ce que nous avons demandé il y a longtemps. Ouais. Et là aussi, pour prouver au monde entier que le pays, lorsque c'est un pays qui a fait une révolution de 2013, c'était contre des terroristes, et maintenant nous aidons le monde entier à être en phase de terrorisme, soit au monde arabe, soit ailleurs. Et là, donc on prouve à tout le monde que c'est un pays de paix, que c'est un pays qui cherche vraiment la coopération internationale et qui cherche aussi comment améliorer la vie des êtres humains qui habitent ici sur notre territoire, et aussi l'humanité internationale. Eh ben justement, pour revenir à ce que vous avez dit, Dr Saïd, quelles seraient finalement les autorités de l'Égypte dans ce dossier? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quels sont ses pouvoirs, justement? Les pouvoirs sont pas grand-chose, si vous voulez. C'est simplement lancer des enquêtes, rappeler les gens dans des pays où il y a qui financent, par exemple, le terrorisme, qu'il y a les dénoncer, si vous voulez. Mais ce qui est malheureux, c'est que les pays qui financent le terrorisme sont ceux qui ont créé cette commission. Alors, ça va être pas grand-chose en fin de compte, mais ça nous donne bonne conscience, si vous voulez, de faire ce qu'on peut. Mais nous avons un système qui est le système des Nations Unies, qui, tant qu'il y aura 5 grands qui, eux, peuvent bloquer n'importe quelle enquête, et surtout leurs chefs d'État, qui sont les principaux pourvoyeurs de terrorisme dans le monde, sont immunisés. Ça ne servira à que nous donner du prestige, c'est tout. Ouais. Mais sur le plan vraiment factuel,
Il n'y a pas grand-chose. Par contre, si vous voulez que j'ajoute à M. Saïd, que quand même dans ce genre de travail international, si on parle quels sont les pouvoirs, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision, etc. D'abord, il faut étudier des situations diverses, analyser, présenter à la société internationale, et surtout aux Nations Unies, et surtout au Conseil de sécurité. Mais on ne peut pas qu'il y a d'autres moyens. C'est-à-dire, les médias sont des moyens, la presse sont des moyens. Les relations diplomatiques entre les diplomates égyptiens et autres sont des moyens qu'on peut utiliser. Donc il y a plusieurs moyens, plusieurs forces pour obliger les autres à au moins de s'arrêter, de ne pas continuer dans leur domaine terroriste ou bien dans leur domaine financier pour les touristes. Je vous donne un exemple qui est très clair, un exemple égyptien, complètement égyptien. Vous vous rappelez du docteur Boutros Ghali, oui, qui était le secrétaire général et qui a eu devant lui un rapport concernant des massacres contre un pays voisin, un pays frère. Et là, il a déclaré ce rapport-là. Mais les forces internationales voulaient qu'il ne déclare pas, qu'il s'arrête, qu'il le garde dans son bureau. Lorsqu'il a déclaré ça, il n'a pas continué. Il a continué seulement sa carrière pour 5 ans. Il n'a pas continué les 5 autres. Donc, vous voyez, il était... Donc, c'est une situation plutôt prestigieuse et c'est finalement... Il était courageux. Il était courageux. Il a pris la décision. Il a montré au monde entier et aux médias entiers qu'il y a une erreur dans cette région-là. Très bien. Alors, nous avons au bout du fil Dr Mohamed Antar, qui est professeur de relations internationales. Dr Mohamed, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Dr Mohamed, vous m'entendez? Très bien. Et vous allez bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Docteur Mohamed, je rappelle, vous êtes professeur de relations internationales. Comment vous avez accueilli cette décision, donc cet octroi du dossier de la lutte antiterroriste avec les 2 autres dossiers, donc concernant l'Irak et la République démocratique du Congo, mais surtout ce dossier de lutte antiterroriste au sein des Nations Unies? Ben, vous savez que l'Égypte, elle a le droit d'être le président d'une commission, oui. D'une commission internationale, parce que l'Égypte a un exemple devant tout le monde, comme quoi elle était le premier pays au monde qui était devant le terrorisme international. Il était capable de diminuer le travail du terrorisme. Aussi, l'Égypte, c'est un exemple, était capable devant le monde entier d'être bien. Un exemple, le président Sisi, il a montré les valeurs d'Égypte. L'Égypte, c'est un exemple pour le monde entier. Allô? Allô? Oui, docteur Mohamed. Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui. On m'a dit qu'on vous a perdu du fil. Alors, docteur Mohamed, juste une dernière question pour vous. Vous pensez que l'Égypte pourra avoir du succès justement dans cette commission et qu'elle va laisser, entre guillemets, sa trace dans l'histoire? J'ai mal entendu, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que l'Égypte pourra réussir dans sa mission? L'Égypte, il va arriver très bien. L'Égypte, c'est un exemple formidable devant tout le monde. L'Égypte est capable de diriger ce conseil. L'Égypte, elle a beaucoup de moyens d'être à la hauteur de cette décision internationale. Pour l'Égypte est capable, pas un problème. Très bien, docteur Mohamed Antar, vous êtes professeur de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. On reprend. Donc, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, général? On parlait, je pense que la chose dont vous parliez, c'était le fonctionnement de cette commission. Oui, c'est ça. Parce que moi, je vous dis que l'Égypte, c'est un pays ancien, un Égypte fondateur des Nations Unies. Donc, nous avons bien sûr, comme a dit le docteur Antar aussi, que nous avons une expérience dans un travail international. C'est-à-dire, ce n'est pas la première fois que l'Égypte prend un poste international de cette façon ou de coopération internationale. N'oublie pas que l'Égypte est aussi fondateur de l'Union africaine, fondateur de la Ligue arabe, etc. Donc, une sorte de coopération, soit régionale, soit internationale, on connaît bien comment faire le travail. Nous avons des diplomates qui sont complètement experts dans le travail des Nations Unies, dans le travail international, pour comment gérer la situation, gérer le travail. Mais le problème, comme a dit M. Saïd Vakar, c'est la coopération
des grandes forces du monde. Ça c'est le problème. Est-ce qu'il y aura une sorte de coopération? Ce que nous avons à faire, c'est de faire un effort, plusieurs efforts, pour arriver à des points décisifs. Mais il faut faire des efforts, il faut être en contact continuel avec les autres, il faut avoir une coopération internationale, et à la fin, on présente ce qu'on a fait au monde à travers les Nations Unies, bien sûr. Tous les deux, vous soulignez bien le terme de coopération. Docteur Saïd, alors si on parlait un peu des droits de l'Égypte en tant que responsable de cette commission de terrorisme. Vous avez évoqué donc la formation de commissions d'enquête, de rappel finalement à des pays qui accueillent en leur sein des groupuscules terroristes. Mais alors, est-ce que ça ne va pas créer des espèces de dysfonctionnements, de désaccords avec des pays qui pourraient être alliés? La politique de l'Égypte est une politique qui était plutôt neutre jusqu'à maintenant. Là, maintenant, elle va devoir prendre des actions contre des pays qui accueillent, comme la Syrie, enfin, j'en sais rien, de n'importe quel pays qui accueille des groupuscules terroristes. Est-ce que ça ne va pas lui créer des tensions entre... C'est possible, mais la plupart des pays ne sont pas nos amis. C'est-à-dire, les camps d'entraînement des terroristes qui se battent en Syrie sont en Turquie principalement, et en Arabie Saoudite et peut-être au Qatar aussi. Enfin, l'Arabie Saoudite, oui, ça peut probablement causera des problèmes, mais je pense que nos diplomates vont être des diplomates et vont pas... Comment vous pensez que l'Égypte pourra gérer une telle situation? Difficilement sur ce plan-là, justement à cause de l'Arabie Saoudite. Mais pour la question de ceux qui ne sont pas nos amis, comme le Qatar et la Turquie, il n'y a aucun problème de faire une déclaration et leur demandant de fermer ces camps d'entraînement. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, qui elle finance aussi en partie Daesh, en partie Jabhat al-Nusra, elle a sa propre armée qui s'appelle Jaish al-Islam. Donc ils financent, ils arment, mais ce sont des armes américaines. Donc les Américains sont également partie de cette organisation terroriste. C'est très difficile pour l'Égypte de pouvoir dire à ceux qui gèrent la principale puissance de cesser. Elle va tout de suite nier, bien sûr, dire que c'est pas vrai, mais toutes les armes qu'ils ont reçues, c'est la CIA qui les fournit. Elle les fournit pas directement, elle les donne aux Turcs ou elle les donne aux Jordaniens pour que ça traverse la frontière. Vous voyez, ça me fait et penser... c'est payé probablement par les Saoudiens ou par les Qataris. Oui, ça me fait penser que dans une émission que j'ai pu écouter sur une radio française, qu'un spécialiste justement de relations internationales avait dit que finalement, un pays comme la France voulait subventionner la rébellion syrienne, ou enfin les gens qui étaient opposés. Elle l'a fait. Oui, mais il s'est avéré que ces armes sont finalement retournées vers des groupes terroristes, alors que la France se dit on est innocent, finalement nous on voulait aider et ça s'est retourné contre nous. Comment l'Égypte pourrait gérer ce genre de situation? Écoutez, je ne sais pas s'ils ont dit ça s'est retourné contre nous. Parce que quand la France, en 2012, fournissait de l'armement sophistiqué à Jabhat al-Nusra, qui est la Qaïda, il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, publiquement à Paris, j'y étais, il a dit Jabhat al-Nusra fait du bon travail. Et ça, c'est la Qaïda. Donc la France n'a pas nié qu'elle fournissait... Laurent Fabius a dit aussi qu'il faut tuer... Enfin, 3 ans plus tard. Bachar al-Assad ne mérite pas de vivre. Voilà. 3 ans plus, oui. Mais il a admis que la France était en train de financer, d'armer, de former des groupes dans des camps d'entraînement en Turquie et en Jordanie. Or, maintenant, tout d'un coup, comme on dit en anglais, the chickens have come home to roost, c'est-à-dire que les poulets qui étaient dans la nature sont rentrés à la maison pour pondre des bombes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. On aide des voyous, et les voyous sont toujours des voyous. Et mordent la main qui les a nourris, si vous voulez. Donc, mais ça c'est le retour de l'ascenseur, parce que quand eux, stipendent, fournissent de l'argent, personne ne les mettra devant... Les Nations Unies ne vont pas accuser la Turquie, la France, ou la Grande-Bretagne ou l'Amérique de fournir des armes et des finances et même des mercenaires à ces pays, en Syrie, en Irak et en Libye. Jamais ils ne seront accusés. Et l'Égypte ne pourra pas le faire non plus, parce qu'ils se sont bien gardés de le faire directement. Ils le font à travers ce qu'on appelle des proxies en anglais, qui sont la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Mais en Libye, par exemple, n'oubliez pas que l'ambassadeur d'Amérique a été tué en Libye. Pourquoi est-ce qu'il a été tué? L'ambassadeur d'Amérique était de la CIA. Ils avaient fourni les armes à ces groupes équivalents à Daesh, qui s'appelait à l'époque Ansar el-Sharia, ou je ne sais pas comment ils s'appelaient là-bas en Libye. C'était des armes qu'on avait retirées de la Syrie à travers la Turquie
et donné aux rebelles islamistes de Libye. Une fois qu'ils avaient assassiné le président et massacré une bonne partie de la population noire qui était dans le nord, on essayait de récupérer ces armes pour les remettre de nouveau en Syrie. Or, il y avait une antenne de 35 fonctionnaires à Benghazi, qui n'est pas la capitale, de l'ambassade d'Amérique, pour essayer de récupérer ces armes. Or, le groupe qui avait reçu ces armes a refusé de les rendre. Il y a eu une grosse bagarre, ils ont tué l'ambassadeur et 3 des membres de la CIA. Voilà ce qui se passe quand on veut armer des voyous ou des islamistes qui n'ont rien de musulmans. Voilà ce qui est le retour qu'il leur... Mais ils n'apprennent jamais. Malheureusement, les États n'apprennent jamais par l'histoire. Général Saïd, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose tout à l'heure. Bon, je suis d'accord avec M. Saïd, mais permettez-moi d'ajouter que la situation qui se trouve actuellement est comme suit. Numéro 1, le choix de l'Égypte pour présider ce comité, c'est un choix. Peut-être que c'est très intelligent des Égyptiens pour être président d'un comité contre le terrorisme, parce que ça prouve que nous sommes un pays de paix, nous n'aimons pas le terrorisme, mais aussi c'est un choix intelligent de la part des grandes forces internationales, parce qu'ils veulent que l'Égypte, qui est au centre de la région arabe, qui déroule cette affaire-là. C'est l'Égypte qui va contrôler ce travail, et eux, ils veulent se présenter comme ils n'ont rien fait d'abord, premièrement. Deuxièmement, n'oubliez pas que l'Égypte a donné un avertissement à tout le monde entier que le terrorisme ne va pas seulement menacer l'Égypte ou le monde arabe, mais il va commencer à frapper en Europe, et ce qui s'est arrivé en France. Donc maintenant, ils sont d'accord à ce que notre président a lancé il y a quelques mois. Et maintenant, ils ont compris, ils ont vu bien ce qui va arriver de ces terroristes. Et à travers cette comité, ils vont prouver qu'ils se sont des terroristes, mais ils ne pouvaient pas prendre de décisions. Et maintenant, voilà les décisions recommandées par les rapports écrits par ce comité. Donc la comité va écrire des rapports, ils donnent des recommandations, ils disent voilà les résultats de notre recherche, il faut faire telle et telle chose. C'est ça ce qu'ils vont faire, mais ils ne pourraient pas prendre la décision par eux-mêmes parce qu'ils se sont eux en origine. Et maintenant, on ne va pas discuter qui était en origine, on va discuter seulement quelles sont les mesures qu'on doit prendre en avance. Ça, ce que j'attends, c'est les semaines prochaines. Eh ben, justement, moi j'ai toujours en tête le scénario du déroulement de la situation. Alors, je vais peut-être vous poser sur un plan sécuritaire, et peut-être vous, Dr Saïd, sur un plan diplomatique. Sur un plan sécuritaire, quelle est la relation entre les forces de sécurité, donc les renseignements, forces armées, etc., de l'Égypte et le reste du monde dans la lutte antiterroriste? Moi, je vois qu'il y a une bonne relation entre soit les policiers ou les forces armées, ceux qui travaillent dans le domaine de renseignements généraux, qui sont en contact avec les responsables des services équivalents au monde entier, surtout en Europe et en Amérique, et autres aussi. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on fait échange d'informations, peut-être eux, ils ne prennent pas en sérieux. C'est-à-dire, on a donné des informations sur les terroristes. Ils n'ont pas pris des décisions sévères et des décisions dures, ou bien des décisions claires contre eux. C'est-à-dire, on se rappelle même de l'âge de Sadat, lorsqu'il a averti les Anglais qu'il y a des terroristes qui sont d'origine de frères musulmans terroristes, à Londres. Il les a avertis. Mais ils ont reçu les gens aussi là-bas. Ils n'ont pas pris... Ils n'ont pas pris au sérieux. Ouais. Oui, oui. Donc tu vois, toujours il y a une relation, on donne échange d'expertise, on donne des informations, et eux aussi peut-être ils nous donnent. Mais le problème, que peut-être qu'eux n'ont pas complètement ce que nous voulons dans tous les domaines. Et nous, lorsqu'on fait cet échange, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont menacés maintenant, tu vois. Donc ça, c'est la situation actuelle au niveau de l'Europe. L'Europe a trouvé qu'ils sont... Moi, j'ai parlé une fois, ici, sur ce plateau-là, le problème des émigrants qui ont commencé à faire leur voyage à travers la Méditerranée, avant que ça exploite comme ça, j'ai dit... Moi, je lance un avertissement parce que ce problème va augmenter et ça va venir un problème qui menace l'Europe. Et maintenant, quelle est la situation en Europe? Ils ne veulent pas les émigrer. Ils ont voulu au début, mais maintenant, la plupart, et on en trouve ça aussi en Angleterre. Donc, vous voyez que le changement d'information concernant la vie quotidienne des terroristes ou concernant l'aide des terroristes, c'est un travail aussi policiers, militaires, mais le travail aussi des services d'intelligence de tous les États. C'est-à-dire qu'ils sont tous en coopération. Le problème, ce n'est pas le changement d'information tout seulement, mais le problème, est-ce que quand vous aurez cette information, quelles seront les étapes que vous pouvez prendre? C'est-à-dire, quelles seront les décisions du gouvernement? Le problème aussi, que les gouvernements ailleurs, ils sont
souvent bloqués de prendre des décisions, parce qu'il y a des partis politiques, il y a un peuple, il y a des élections, etc. Voyez ce qui s'est arrivé aujourd'hui, quand la droite a gagné les élections en France. C'est à cause aussi qu'il y a eu des problèmes sécuritaires à l'intérieur de l'État français, et Marine Le Pen a gagné. Donc ça arrive à un changement politique aussi. Donc c'est une affaire tout à fait compliquée. Ouais, c'est très compliqué. Alors sur le plan diplomatique, j'imagine le scénario, donc Dr Saïd, l'Égypte mène une enquête et trouve par exemple qu'un pays tel hébergerait des groupes terroristes et financerait même par un biais direct ou indirect ces groupes-là. On a trouvé des pipelines qui leur amènent le pétrole, enfin peu importe les trouvailles. Et l'Égypte décide, comme n'importe quelle organisation internationale, j'envoie une commission d'enquête sur le sol. Or, il s'avère que ce pays est très réticent et il est très réfractaire et ne veut absolument pas de cette commission, ne veut absolument pas coopérer. Imaginez le scénario, comment ça pourrait se dérouler sur un plan diplomatique. Non, il ne va pas coopérer, c'est tout. Là, on a bien l'exemple de la Turquie. La Turquie qui reçoit tout le pétrole d'Irak, enfin des puits de pétrole qui sont entre les mains de Daesh en Irak et en Syrie, passe en Turquie. Et la Turquie le revend, parce qu'il l'achète à moins de la moitié du prix. Et donc ils le revendent, ils font des profits énormes. Ils le revendent à Israël, à la Grèce, n'importe qui est acheteur. Mais le problème qu'aura cette commission, c'est qu'en fait, ils vont s'occuper de groupes terroristes. Mais il faut se mettre d'accord qui sont les terroristes. Or, les Européens et les Américains ne veulent pas. Les Russes l'auront demain, quand on accusait les Russes de bombarder, soi-disant, des terroristes modérés, enfin, des groupes modérés, comme s'il y avait des groupes modérés en Syrie. C'est tous les mêmes groupes islamistes qui sont rattachés à l'Al-Qaïda en général. Alors, les Russes auront demandé, donnez-nous une liste de ceux qui sont modérés et qu'on ne devrait pas en bombarder. Les Américains n'ont pas voulu leur donner une liste. Donc il faut décider qui sont les terroristes. Or, cette commission aura beaucoup de mal, parce que les terroristes sont presque tous défendus par un État. C'est pas comme s'ils étaient des électrons libres. Les seuls qui sont devenus des électrons libres, c'est Daesh, parce qu'ils ont pris la ville de Mossoul, et avec Mossoul, ils ont pris 19 puits de pétrole. Donc ils peuvent vivre seuls. Mais au début, ils étaient payés par l'Arabie Saoudite à travers l'Amérique, enfin l'Amérique et probablement Israël participe, puisque dans Jabhat al-Nusra, qui est l'Al-Qaïda, sur le front sud du Golan, parce qu'il y a plusieurs fronts en Syrie, plusieurs fronts, mais le front sud, où il y a Jabhat al-Nusra, est assez puissante. Les blessés de Jabhat al-Nusra sont dans des hôpitaux militaires israéliens. Israël leur fournit des informations, de la logistique, leur fournit des armes, et elle bombarde les positions du gouvernement, des artilleurs de l'armée syrienne, arabe, si jamais les gens de Jabhat al-Nusra sont en mauvaise posture. Donc, vous voyez, Israël aussi a ces gens. L'Amérique, elle, à travers l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar, a ses propres groupes qui ne veulent pas que les Russes bombardent. Or, le but de tous ces pays en Syrie, disons des pays occidentaux, c'est d'abattre le régime syrien pour affaiblir l'Iran, pour qu'Israël soit le seul pays dans toute la région, l'hégémon qui domine tout. Or, pour l'instant, le seul pays qui tient tête, c'est l'Iran. Or, pour abattre l'Iran, il faut abattre Hezbollah et la Syrie. La Syrie, c'est presque fait. Il reste Hezbollah. Heureusement que les Russes sont arrivés pour bloquer ce scénario d'apocalypse, si vous voulez. Mais les Américains n'ont pas baissé les bras. Vous avez bien vu l'avion qui a été abattu. Vous pensez que les Turcs qui sont membres de l'OTAN n'auraient jamais fait ça sans le feu vert des Américains, qui sont les patrons de l'OTAN? Bien entendu. C'est les Américains qui ont donné l'instruction aux Turcs d'abattre cet avion. Et ça, c'est du terrorisme aussi. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Donc, on ne sait pas qui sont les terroristes, et c'est justement ça qui crée le flou. Il faut avoir une liste. Et c'est ça, justement, qui permet à des États de dire on s'est trompé, on pensait que c'était des gens honnêtes. Oui. Mais justement, comment est-ce que l'Égypte pourrait gérer cette situation? Ça va être très difficile, parce qu'elle va avoir l'Amérique qui va refuser, les Britanniques qui ont leur propre groupe à eux, qui financent et qui arment, les Français pareil. Ça va être très difficile pour l'Égypte. Enfin, elle va jouer son rôle diplomatiquement. C'est un diplomate un ambassadeur qui est président de la commission. Il saura quoi faire, mais c'est pour vous dire que le résultat ne sera pas probant. Oui. Si vous voulez, pour en revenir à votre question, pour en ajouter à M. Saïd, l'Égypte, quand elle fonctionne durant son travail comme président de cette comité,
elle fonctionne dans le cadre des Nations Unies. C'est-à-dire, ce n'est pas au nom des Égyptiens que le comité parle ou travaille. Ce que je veux dire, c'est quand il y a des doutes, comme vous avez dit dans votre questionnaire, des doutes concernant un pays quelconque, ou n'importe où, n'importe quelle région autour du monde, ce n'est pas les Égyptiens qui vont parler à leur nom. C'est seulement un comité représentant le Conseil de sécurité. Donc, il y a un Conseil de sécurité qui peut en parler. Il y a aussi les Nations Unies. Il y a aussi le président de la session actuelle des Nations Unies qui peut en parler. Il y a aussi l'Assemblée générale. Donc, il y a beaucoup d'organes qui doivent faire le travail. Ce n'est pas au nom d'un Égyptien, ou ce n'est pas le gouvernement égyptien plutôt. Donc, tu vois, c'est un système international. Pour arriver à un pays où tu n'es pas ami, comme a dit notre professeur, puis qui n'est pas en amitié avec toi. Je suis fonctionnaire. Oui, monsieur Saïd, comme il a dit monsieur Saïd. Pour avoir un contact avec un pays qui n'est pas en amitié avec vous, il ne faut pas se présenter avec des Égyptiens seulement, parce que c'est un comité qui se compose de plusieurs fonctionnaires internationaux. Donc ça, c'est pour résoudre ce problème-là. C'est un travail diplomatique qui se compose de plusieurs pays. Très bien. En ce qui concerne, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, en ce qui concerne les devoirs justement de l'Égypte, j'imagine il y aura quand même des responsabilités qui incombent ce poste, Dr Saïd. Il y aura des enquêtes à faire et ils vont écrire des rapports. Enquêtes, sur un plan humanitaire par exemple, j'imagine que, je ne sais pas, des immigrés, des gens qui immigrent à cause du terrorisme, est-ce que l'Égypte est... Enfin, pas qu'elle les accueille, mais je veux dire, est-ce qu'elle a un devoir humain ou humanitaire envers eux? Non, ça n'a rien à voir là-dedans. Elle doit faire simplement l'enquête sur le problème et demander à l'État, lui, de résoudre le problème. L'État ou les États qui sont responsables. Elle ne peut pas les obliger à le faire. Ce sont des vœux pieux, si vous voulez. Tout le système des Nations Unies, malheureusement, est basé là-dessus, sur la morale, sur une morale. Si vous avez la morale de le faire, vous le faites. Si vous êtes immoral, vous ne le faites pas. Et la plupart des pays sont rarement moraux. Oui. Le général Ibrahim. Oui, c'est pareil, mais je reviens à ce que j'ai dit au début de cette session-là. Il y a toujours des moyens aussi de faire pression sur des autres. C'est-à-dire on peut utiliser d'autres pays qui sont plus forts, d'autres pays qui sont en contact, en relation. Il faut aussi faire un jeu politique avec les gens. Il faut aussi menacer quelque part avec des punitions, etc. Donc c'est un jeu politique entre les pays. C'est pas seulement qu'on présente la situation, on leur demande strictement de leur faire ça et ils ne vont pas le faire. Non, il y a des alliances au niveau du monde. Il y a aussi une sorte de coopération avec des diverses forces. Peut-être que tu peux utiliser les moyens différents pour, pour arriver à un point d'égalité concernant les populations qui sont menacées de ce terrorisme. Mais est-ce que les renseignements égyptiens auront un rôle plus important à jouer avec ce poste justement? Bien sûr, ils auront un rôle. Oui, bien sûr, ils auront un rôle à jouer et les renseignements généraux en Égypte, tous les services, je parle de tous les services de l'État, ils auront aussi un grand travail à faire. Ils doivent accélérer aussi le travail et faire une sorte de coopération étroite parce que tout ça va servir le mot Égypte, c'est-à-dire le nom de l'Égypte au niveau de ces comités. Si cette comité-là, à la fin, il y a eu un succès, oui ou non, ça veut dire qu'il y a des Égyptiens qui sachent bien comment faire le travail, soit renseignements généraux, soit policiers, soit forces armées, soit les diplomates, soit autres. Très bien. Ça. Pour conclure, Dr Saïd, peut-être un mot de conclusion sur cette nouvelle. Bon, c'est une nouvelle. Il ne faut pas vraiment. C'est du prestige, mais il ne faut pas penser qu'on va inventer la poudre. Malheureusement, le système des Nations Unies est en dégénérescence depuis la fin de la guerre froide. C'est l'Amérique qui domine tout. L'Amérique est l'État hors la loi qui, lui,